et boum, les détricoteuses. Elle m'évoque des sons soit imaginaires, soit qui existent pour de vrai. Et c'est vrai, on est dans les détricoteuses. Un espace ouvert et en évolution que je parcours. Et nous allons écouter maintenant une création radiophonique. C'est une parure que je porte, non pas pour me cacher, mais justement pour me révéler. et que c'est passible d'1 an de prison et de 15 000 € d'amende. Comme si elle parlait trop, alors que le temps moyen de discours d'une femme se situe entre 3 et 10 secondes. Je me dis, mais c'est trop con de pas pouvoir le faire, juste parce que t'as des seins. Moi, je m'en fous de mes seins, quoi. Non pas que votre avis soit pas intéressant, non, il raconte plein de choses, votre avis. Les Détricoteuses, une émission menstruelle et participative tous les 1er et 3e vendredis du mois À 19h sur Jet FM 91.2. C'est un attentat radiophonique. Aujourd'hui, dans la fenêtre des Détricoteuses sur Jet FM 91.2, nous vous proposons une rencontre, une discussion qui a eu lieu le samedi 24 mai à l'occasion des 3 ans de Majeur, le premier annuaire inclusif des professionnels femmes cisgenres, personnes trans et non-binaires de la musique, proposé par She Said So France, le premier annuaire inclusif donc qui aujourd'hui rassemble presque 3000 personnes. À cette occasion, il y avait toute une après-midi soirée au Panonica, notamment avec la Matri Music Party organisée par Émilie Rougier. Et en première partie, une discussion, rencontre proposée par She Said So France, avec en invité Lorraine Nour-Pierre Magnani, Marina Davio et Marjorie Rousseau, autour des questions de légitimité. Un vaste sujet que nous vous proposons d'écouter aujourd'hui. Eh bien, bonjour à tous. Merci d'être venus vous enfermer un samedi après-midi ensoleillé au Panonica. Je suis Solange Maribé, je travaille pour She Said So France, qui est un réseau d'entraide féministe de la musique au niveau national. Et donc, au nom de toute l'équipe de She Said So France, on est vraiment ravis de vous accueillir pour cet anniversaire de Majeur, qui est donc un annuaire qu'on a lancé il y a 3 ans, donc le 26 mai 2022 très exactement. Et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui on fait cette journée spéciale et pour laquelle nous avons convié Émilie Rougier, artiste rennaise, qu'on est vraiment très fiers d'accueillir et qui ont travaillé aujourd'hui sur cette journée anniversaire. Merci beaucoup Camille et le Panonica pour l'accueil et la ville de Nantes aussi. Et donc Émilie va vous proposer une Matri Music Party pour les personnes qui restent. À partir de 16h, du coup, on fait un atelier autour du matrimoine musical et ça va être très chouette. Après, on aura un blind test. Après le blind test, il y aura aussi un karaoké matrimoine pour resituer aussi pour les personnes qui nous connaîtraient un petit peu moins. She Said So France, c'est un réseau de professionnels, donc de personnes qui travaillent dans la musique, donc évidemment aussi les artistes, qui est en mixité choisie, donc c'est-à-dire que voilà, toutes les personnes qui ne s'identifient pas comme hommes cisgenres font partie de notre réseau, et pour autant on fait des actions à destination de tout le monde aussi. Et la particularité de She Said So, c'est qu'on est à la fois sur tous les métiers vraiment de la musique liés de près ou de loin, on est sur toutes les esthétiques musicales et aussi sur tout le territoire français. On a aussi 11 antennes, donc des personnes représentantes dans la France. On en a ici, à Nantes. Donc, il y a Chloé qui est là, voilà, antenne de Nantes, représentante. On en a aussi à Paris, puisque c'est là que She Said So France a été créée, mais aussi à Vannes, à Rennes, à Strasbourg, à Marseille, à Lyon, à Toulouse, à Grenoble, Lille et La Réunion, pour les dernières, voilà, toutes récemment créées. Rappelez aussi que donc, parmi les projets de She Said So France, donc, il y a ce fameux annuaire qui vise à valoriser les professionnels, les artistes de la musique. Et on fait aussi d'autres projets comme des masterclass, des tables rondes, des ateliers. Et donc n'hésitez pas à suivre les réseaux sociaux aussi de She Said So France et Majeur pour être au courant de tout ça. Et juste un dernier mot, Majeur, voilà, ça fait 3 ans que ça a été créé. Et actuellement, on a 2747 personnes inscrites, très précisément. Ce qui représente 2231 profils. Et 516 comptes visiteurs, puisqu'en fait, on peut aussi s'inscrire avec des comptes visiteurs, c'est-à-dire qu'on n'a pas de profil visible, mais on peut accéder grâce à ce compte visiteur aux coordonnées des profils et voilà, pouvoir utiliser l'annuaire. Donc on est assez contente quand même, parce que ça fait du monde, même s'il n'y a pas encore toutes les personnes qui devraient être là, parce que l'idée aussi de l'annuaire, c'est plus il y a de monde, plus il est exhaustif, plus il est efficace. Donc n'hésitez pas à en parler aussi autour de vous. Et comment dire, on espère que cet outil sera le plus utile possible
à la filière. Et donc aujourd'hui, on avait envie de vous proposer aussi, parce que l'idée c'est de se rencontrer et aussi de valoriser les personnes qui font ce milieu de la musique dans toute leur diversité. C'est pour ça qu'on a choisi d'inviter 3 personnes avec des profils différents, complémentaires, et on avait envie de centrer la discussion sur la question de la légitimité, qui est un gros sujet de base pour, on va dire, un niveau très individuel, voilà, surtout quand on est une personne minorisée de genre, et la légitimité quand on travaille en plus dans la musique, c'est encore autre chose. Et en fait, la légitimité, c'est aussi la thématique qu'on a choisie pour nos masterclass en ligne de cette année. Donc on s'est dit, tiens, c'est l'occasion un peu de prolonger. Au-delà de ces masterclass en ligne qu'on fait, on va profiter de cet événement physique avec des gens pour parler de ce sujet-là en vrai. Et donc on va commencer avec Lorraine Pierre-Magnani, qui est vraiment une personne artiste incroyable, qui est basée à Nantes. Lorraine, qui a un projet solo qui s'appelle Algar, mais qui joue aussi dans le groupe Parcours Santé et le groupe Polylogue From Silla, et qui est aussi cofondatrice du collectif Raymonde, dont je fais partie aussi, donc je ne suis pas du tout objective. Tu auras peut-être l'occasion d'en glisser un mot. Mais en tout cas, je suis très ravie que tu nous aies fait ce cadeau de venir et de vouloir nous partager quelques mots. Et pour te lancer, c'est un peu une grande question, mais qu'est-ce que ça t'évoque, du coup, toi, la légitimité dans ton parcours ? Bonjour tout le monde, du coup. La légitimité, c'est une quête. Voilà. Je ne vois pas comment le formuler autrement pour l'instant. C'est quelque chose qui s'acquiert malheureusement dans la lenteur et dans le travail. Je suppose que c'est une problématique qui est fondamentale pour tous les musiciens, musiciennes, quelle que soit notre identité de genre, notre race sociale ou peu importe, ou notre classe. C'est quelque chose qui met du temps à être construit dans nos métiers parce qu'on a un métier de représentation et que ça demande de la confiance en soi. Ce que je trouve hyper intéressant, c'est la façon dont la confiance en soi aujourd'hui, à l'heure des réseaux sociaux, déplace les problématiques. Enfin bon, bref, c'est encore un autre débat. La légitimité, pour moi, c'est quelque chose qui a été acquis de très haute lutte, qui m'a demandé beaucoup de travail personnel, mais surtout beaucoup de mixité choisie. C'est vraiment l'un des virages fondamentaux. C'est l'un des outils les plus efficaces que j'ai trouvé en ce qui me concernait. Je sais qu'il y en a plein d'autres. Et j'ai l'impression que c'est un ensemble de paramètres et c'est un ensemble de travaux différents qui permettent d'atteindre suffisamment de légitimité pour avoir confiance en ce qu'on présente, avoir confiance en soi, avoir confiance en son travail. Mais voilà, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui, de toute façon, n'est jamais complètement acquis. Voilà, j'en suis là pour l'instant. Je ne l'ai pas précisé dans ta présentation, mais une de tes particularités, c'est que tu as quand même évolué, navigué aussi, enfin tu continues d'ailleurs, dans différentes esthétiques musicales aussi, ce qui est assez intéressant, entre du coup plutôt punk, jazz, rock, enfin tu vas dire aussi, tu as fait partie aussi d'un opéra, un projet d'opéra, donc ce qui est assez fou. Ouais, comment est-ce que cette question de la légitimité elle a pu se traduire peut-être de façon différente selon les esthétiques musicales ou selon les milieux que tu côtoies. Est-ce que c'est quelque chose, tu vois, est-ce que ça joue, par exemple, les milieux, les esthétiques ? Bon, je pense que c'est pas du tout une surprise pour qui que ce soit ici, vous en doutez bien, pardon. En fonction des esthétiques, ce qu'on m'a renvoyé en termes de légitimité était évidemment pas du tout la même chose. Il y a plein de choses qui ont changé. L'âge, déjà. Bon, vous savez bien, quand on est une musicienne, on a 15 ans jusqu'à 40 ans. Ça, c'est un truc. On viendra nous expliquer notre métier jusqu'à, je pense... Quand j'avais 20 ans, je me suis dit à 30, ça ira. Maintenant que j'en ai 35, je me dis, en fait, ils vont continuer à m'expliquer mon travail jusqu'à, je sais pas quel âge. Jusqu'à ce que je sois majeure, probablement. Pardon. Et donc, c'est intéressant parce qu'il y a plein de... En fait, c'est intéressant comme la légitimité, c'est de toute façon un problème... c'est le reflet de, attention le gros mot, de nos oppressions systémiques. C'est-à-dire que dans le jazz, par exemple, qui a quand même été récupéré par les Blancs, excusez-moi, dans le jazz, j'ai pas eu de légitimité jusqu'à très tard parce que j'avais pas fait les grands conservatoires. Donc même après que j'ai un peu étudié au conservatoire, on m'a renvoyé au fait que j'étais pas une scatteuse impeccable et aussi au fait que je pouvais pas faire autre chose que du chant. Yes, merci beaucoup. Donc le sexisme plus le racisme dans le milieu du jazz de conservatoire, c'est un délos et ça va jusqu'à très loin. Dans l'opéra, étonnamment, peut-être parce que j'avais déjà passé 30 ans, donc j'en avais plus rien à foutre et que c'était dans un cadre très particulier,
dans un cadre, imaginez une immense foire qui serait une action culturelle. Et on a amené les gosses des Dervalières et du Breil sur les planches de Gralin, de l'Opéra Gralin, c'était un Délos. Et du coup, dans le milieu de l'opéra, c'était une espèce de parenthèse enchantée. Donc je me suis retrouvée à chanter avec le chœur de l'opéra, ce qui était quand même très drôle, parce que c'est tous des chanteurs, c'est des lectrices à vue, c'est délirant. Et puis on est quand même c'est insupportable, je vais me défoncer les yeux pour vous voir. On est quand même dans un milieu bourgeois, disons-le. En termes de classe, moi j'arrive là, ça va, hein, je suis pas à plaindre, mais il y a quand même un petit écart, n'est-ce pas, de patrimoine culturel, on va dire. Et c'est des gens très gentils, mais c'est sûr qu'on vient pas du tout du même milieu. Et alors, ils ont été adorables. Je pense que je faisais un peu partie des gamins du Breil à leurs yeux. Du coup, ils n'ont pas été très jugeants envers ma technique de meuf qui a l'habitude de chanter avec un micro, ce qui était très drôle. Parce que j'ai appris donc à... En plus, c'est hyper drôle parce qu'on n'a pas du tout les mêmes repères esthétiques. Donc, à leurs yeux, je suis contre-alto. Je me la suis pété à mort. Figurez-vous, je suis contre-alto. Voilà. Je suis contre-alto. La soprane était hallucinée du fait que je pouvais atteindre je sais plus quel ré. Ça m'a fait beaucoup rire pendant très longtemps. Donc j'ai pas ressenti de grand défaut de confiance en moi, parce que c'était déjà un endroit tellement hallucinant pour moi d'être là. J'avais rien à prouver de spécifique en fait. C'était déjà tellement, mais c'était tellement hors contexte qu'il n'y avait pas de. Alors que par exemple quand j'ai eu envie de j'ai fait du post-rock pendant ma jeunesse. Et j'ai fait beaucoup de post-rock dans les Landes. Vous voyez le département là où il y a beaucoup de forêts et beaucoup de cons. J'étais là et où il y a un très fort accent, n'est-ce pas? Ils sont très gentils, hein, mais ils jouent au rugby quand même. Et là-dedans, faire du post-rock en tant que meuf, en faisant des bruits chelous, c'est vraiment... Alors en tant que meuf racisée en plus, je vous laisse deviner le... Donc tout le monde m'a dit, mais tu fais pas de la soul? Yes, merci. Et j'étais pas assez rock'n'roll, donc je suis devenue plus rock'n'roll que tout le monde. Et après, quand ils ont vu que je me mettais des races plus forts que tous les autres, ils ont dit que je faisais partie de la bande. Pardon, de la bande. Ça a été à un moment un groupe assez prometteur dans le post-rock français. Et puis après, le post-rock est devenu démodé, donc on a arrêté. On a vu au moins 2 fois la colonie de vacances. Et donc voilà, en fonction des esthétiques qui reflètent systématiquement, soit en termes de représentativité plus ou moins, de parité plus ou moins catastrophique, soit en termes de background socioculturel et de problématiques de classe et ou de race, en fait, systématiquement, moi je cumule un peu, et encore ils savaient pas que j'étais bipolaire. Moi qui cumule un petit peu tout, systématiquement j'ai eu droit à une délégitimation dans le milieu du rock à Bordeaux. Être une meuf dans les années 2010, c'était un enfer. Et je pouvais pas m'approcher d'un instrument sans qu'on me remette en pleine gueule le fait que va faire du chant, ce sera très bien comme ça. Voilà, donc je pense que c'est pour ça. Je finis pour conclusion. J'ai dû, je pense, multiplier les expériences et les esthétiques et les milieux. Parce qu'à chaque fois qu'il y avait un truc qui me saoulait, inconsciemment, je cherchais la résolution. Et donc ça m'a amené à n'avoir peur avoir envie de faire le plus de trucs possible pour essayer de faire le tour de cette histoire, quoi. Mais c'est à Nantes que je me suis sentie le mieux. Reste. Et tu parlais du fait qu'on te renvoyait aussi tout le temps à la case chanteuse, ne t'approche pas d'un instrument. Comment est-ce que, du coup, tu t'es affirmée là-dedans? Et d'ailleurs, comment est-ce que tu as commencé à faire aussi de la basse et de la batterie? Comment est-ce que c'est venu parce que j'imagine qu'il y a aussi pas mal de choses. Tu t'es dirigée d'abord vers le chant. Et comment tu t'es mis à ces instruments-là? Attention, la grosse surprise, en mixité choisie. Voilà. C'est tout. Voilà. J'en ai fait depuis super longtemps. En fait, j'en fais depuis super longtemps. Je fais de la basse depuis, je pense que j'ai 20 ans. Mais j'en faisais seule dans ma chambre. Et à chaque fois que je montrais mes tentatives de progrès à mes potes ou à mes mecs de l'époque, ils me prenaient la basse des mains, ils me disaient non, mais fais plutôt comme ça. Yes, merci. Je me souviens d'une fois où j'ai réussi à faire valoir qu'il y avait un pattern de batterie qu'il fallait faire sur scène avec un groupe qui a pas mal tourné, qui était vraiment tout pourri, donc je donnerai pas le nom, peu importe. Et il y avait un pattern de batterie qui devait être séquencé sur scène. Et comme tout le monde était occupé à ce moment-là, j'avais proposé, moi je peux le faire, je m'entraîne pendant des semaines, et je sais que le pattern, je le passe en fait. Chez moi, je le passe, il n'y a aucun problème, il est relativement simple, c'est une petite syncope à la con, il n'y a pas de problème, mais à ce moment-là, je fais pas encore vraiment de batterie. Et tout le groupe, mais il n'y a personne qui me prend au sérieux en fait. Jusqu'à ce qu'un jour en résidence, j'arrive, je prenne les baguettes, et je fais le pattern beaucoup mieux que le tromboniste qui se pensait tout puissant.
mais qui m'a regardé avec un petit sourire, qui m'a fait non mais en fait le rythme ça se bosse. J'ai reposé les baguettes et c'est lui qui a fait qui a fait ces boucles là et il l'a jamais fait en place sur l'année et demie de concert qui a suivi. Jamais il l'a fait une seule fois en place. Et chaque concert, je me suis souvenu en le regardant faire parce qu'il voulait rien lâcher et que surtout pas à moi, il voulait lâcher cette foutue boucle. Chaque concert était un petit reminder que le rythme, en fait, ça se travaille. Alors que je savais que j'étais plus en place que lui. Ce genre de détails. Hein. Et donc, un jour, j'ai eu un groupe de punk de meufs où on s'est retrouvés dans des caves avec un collectif qui a grossi, où il n'y avait pas de mec cis et où il y avait toutes les autres personnes. Et on s'est mis à faire de la musique ensemble et on s'est mis à faire de tous les instruments qu'on avait à disposition. Et il n'y avait personne pour me prendre la basse des mains ou pour me montrer le pattern de batterie, comment il fallait faire. Et alors, miracle, est-ce que vous connaissez la chute de l'histoire ? J'ai pris confiance en moi. Tada ! Et à partir de là, j'ai fait de la musique. Donc ça fait que depuis mes 26 ans que je m'autorise à faire de mes instruments, de mon deuxième et de mon troisième instrument. Et souvent, j'ai un peu les boules parce que je me dis, mais... Et si on m'avait foutu la paix, mais j'aurais quel niveau aujourd'hui, quoi ? Ça, je crois que c'est l'un des trucs qui... Ma première tumeur, je l'appellerais légitime, comme ça. Ça, tu vois ? Je crois que c'est une super punchline. Et donc, tu as déjà spoilé la question de la mixité choisie, mais j'aurais envie quand même que tu en parles plus longuement par rapport du coup, au collectif Raymond que tu as cofondé, même s'il y a, j'imagine, certaines personnes qui connaissent déjà le collectif, mais peut-être pas tout le monde. Et puis comme en plus on enregistre, comme ça permettra aux personnes qui vont écouter d'en savoir plus et de savoir voilà, comment est-ce que ça s'est monté et quel regard tu portes sur le collectif aujourd'hui, quoi. Waouh. Ça s'est monté un soir de beuverie au Dahu. J'étais avec des copaines que je connaissais pas très bien, qui sont Hélène et Hilary. Et il y avait encore, comme souvent au Dahu, un groupe avec que des mecs blancs. Et le groupe d'après, c'était encore que des mecs blancs. Et du coup, on s'est mis à rager toutes les trois. On était là, mais c'est pas possible, mais on en a marre, mais où sont les femmes artistes ? Et comme c'était une danseuse, une musicienne et moi, on s'est dit, mais pourquoi est-ce qu'on monte pas une asso de type camp rock ? Parce que Hilary Edess, qui est chorégraphe et danseuse, est américaine et du coup, elle connaît très bien Girls Rock, le principe du camp en mixité choisie pour les gamines, pour leur faire de la musique pendant une semaine ou deux, la colo, quoi. Et elle nous parle de ça et je dis oui, j'ai vu ça passer, je trouve ça incroyable. Pourquoi est-ce qu'on monterait pas une colo ? Mais on n'a qu'à monter une asso. Ah ouais, grave. Et le lendemain, j'appelle, j'envoie quelques textos à des potes par-ci par-là et évidemment dans la foulée, je crois que j'ai envoyé une dizaine de textos et dans la foulée j'ai reçu 7 SMS qui disaient quand, où la première réu c'est parti, quoi. Donc en vrai cofondatrice oui, mais on est ouais, genre il y a Julie Trouvé, il y a Emma Lecosanette, il y a Géraldine Monnier, il y a plein de personnes qui se sont manifestées dès la première réunion où on était, je sais plus, on était 8 ou 9 je pense, et où on a galéré pour trouver le nom d'ailleurs. Et au début, on était une asso en non-mixité. On était que des personnes qu'on pensait des meufs cis. Au fur et à mesure, il y a des personnes que je ne citerai pas dans le collectif qui ont fait « je suis pas une meuf cis ». Et on s'est dit « qu'est-ce qu'on fait ?» Après, on s'est rendu compte qu'on avait hyper besoin de toutes les personnes non-binaires. Après, il y a même des questionnements, comme dans tous les milieux queer actuellement, en fait, qui amènent à re-questionner aussi la mixité choisie sans mec cis, parce qu'on a aussi besoin de nos PD et de nos identités qui sont... Voilà, qui sont à l'encontre de la masculinité hégémonique. Et en fait, l'arc-en-ciel, il est hyper large. Donc, bon, voilà, on est encore en train de questionner ça à l'intérieur du collectif, mais c'est des questionnements qui sont très profonds et qui prennent du temps. Pour l'instant, on se retrouve dans la mixité choisie sans hommes cis parce qu'elle sécurise beaucoup de monde. Mine de rien, on en est encore là, quoi. Je pense que malheureusement, c'est une étape qui reste nécessaire, mais c'est pas l'objectif, je pense, à terme. Parce que voilà, il y a plein de problématiques transphobes qui viennent se glisser là-dedans, évidemment. Bref, voilà, c'est un long débat. Mais à l'heure actuelle, Raymond continue à organiser des jams parce que c'est le cœur de notre activité, c'est l'organisation de jams. Et je pense qu'en termes de légitimité, la jam, c'est vraiment l'épreuve du feu. C'est-à-dire qu'il faut avoir suffisamment confiance en soi pour prendre son instrument, monter sur scène et être regardé par tout le monde et faire de la musique avec d'autres personnes. Donc c'est vraiment... Je pense que tous, vous savez de quoi je parle. C'est l'épreuve du feu en termes de confiance en soi, quoi. C'est vraiment un...
Et des personnes souvent qu'on connaît pas, c'est ça. C'est-à-dire qu'on passe de je répète dans ma chambre à je suis vue et entendue et tout le monde fait attention à ce que je fais. Et si c'est pas fait dans des conditions qui sont bienveillantes, c'est un cauchemar absolu. Je pense que tout le monde l'a vécu aussi. Tu vois, ce moment où tu t'es monté sur scène et tu regrettes immédiatement et tu te dis mais pourquoi je suis là, qu'est-ce que je fais là, mon Dieu, pourquoi je m'impose ça. Et on s'est dit qu'avec Raymond, il fallait que ce soit tout l'inverse, quoi. Qu'il fallait que ce soit festif, qu'il fallait que ce soit bienveillant, que ce soit fun, et surtout qu'il fallait dédramatiser. Et c'est l'un des endroits où je trouve la légitimité et la mixité choisie trouve sa pertinence. C'est que, en fait, à partir du moment où on se rappelle qu'on ne joue pas notre vie professionnelle et sociale pour les 10 ans à venir, en fait, on a le droit de se tromper, on a le droit d'être naze, on a le droit d'improviser sans savoir où on va, et d'installer ce truc dès le départ en mettant un peu de second degré, en se rappelant qu'il n'y a rien de grave, en fait. D'abord, la scène, c'est chez nous, ça nous appartient, et ensuite de célébrer les moments où on se prend les pieds dans le tapis parce qu'on peut en rire, en fait. Enfin, c'est OK, quoi. Et je suppose que voilà. En parallèle de la jam, on a organisé plein de concerts, on a fait plein de trucs, mais je pense que c'est l'endroit où on se retrouve le plus et où on rassemble le plus de gens. Voilà. Mais oui, c'était super. Je rigole parce que moi-même, du coup, ça m'est arrivé de me vautrer, mais lamentablement, en essayant de faire de la batterie, parce que j'essaie de faire de la batterie en jam. Je raconte un peu ma vie au passage. Mais en fait, je pense que je ne le ferai à aucun autre endroit qu'en Jam Raymond, en fait, de venir jouer d'un instrument que je maîtrise pas tout à fait. Et que, en fait, comme tu dis, il n'y a rien de grave. Et qu'en fait, avant de devenir excellente, tout artiste a commencé par être nul, en fait. Donc, c'est ça aussi qu'on essaie de rappeler. Donc, c'est vrai que c'est hyper bien, hyper important. Alors, j'ai toujours continué à aller en jam parce que je suis une grosse droguée de la jam. Non seulement ça m'a légitimée à aller faire de la batterie et de la basse. Aujourd'hui, mon instrument préféré en jam, c'est la batterie. Et ce que j'aime, c'est que ça fait énormément de bordel et que c'est moi le patron. Donc si je décide que je suis tout pourri parce que je suis en train de tester des breaks qui sont nazes et qu'en même temps c'est la jam donc c'est fait pour. En vrai je teste pas des trucs tout pourris en jam, j'ai essayé d'être ultra à l'écoute et de faire des trucs méga simples mais d'être au service de la musique. Et en fait j'adore parce que je sais que je serai jamais la meilleure. Sauf que le fait de mettre de la nuance, de l'écoute et de jouer différemment avec des valeurs et avec un positionnement vis-à-vis de la musique qui a rien à voir avec la démo permanente des mecs qui arrivent après avoir bossé leur plan toute la journée. En fait, je sais que ça pose une ambiance que j'adore. J'adore faire des trucs que je sais pas faire bien, même si je fais de mon mieux, parce que je sais que ça fait du bien à tout le monde aussi. Et ce que j'ai préféré quand on a lancé les Jam Raymond, c'est les potes, les mecs cis, nos amis, nos frangins, nos amoureux qui sont venus, qui ont kiffé les soirées de dingo, parce qu'ils ont vu que sur scène, on avait des enjeux qui avaient rien à voir, et qui sont repartis en jam mixte avec nous plus tard, avec ce truc de il faut tout redescendre d'un cran en fait. Faut changer d'enjeu parce que là c'est pas possible en fait. Quand on laisse des mecs 6-7 ensemble, on sait ce que ça donne, c'est le mais ils se mettent la pré de fou les pauvres, faut pas les laisser tout seuls, ils sont trop nuls, tu vois. Enfin, ils sont là à se mettre la pré de fou. Mais ouais, c'est abusé les pauvres, tu sais, après ils sont comme ça et tout. Ils passent des mauvais moments, après du coup ils boivent pour oublier, enfin, faut pas les laisser tout seuls, tu vois, enfin, ils sont pas complètement autonomes. Donc il faut y aller, tu sais, pour remettre du second degré, de la bonne envie, de la douceur et genre arriver avec une énergie yin, tu vois. Genre, mais tu sais, genre péter un peu ce truc-là. Et en fait, ce que j'ai préféré, c'est vraiment les maxis qui disaient, enfin, nos amis, nos potos, nos frangins, nos amoureux, qui nous disaient, en fait, ça a fait du bien à tout le monde. Et j'ai l'impression qu'il y a plein de personnes qui participent très régulièrement à des Raymond, c'est mon collier, qui sont maintenant en jam avec ce truc-là de détente, je pense, un peu plus. Et de... C'est pas du challenge, mais c'est un truc plus tranquille vis-à-vis de cette ambiance de jam qui peut parfois être hyper pressurisante. On a un peu notre zone de confort qu'on balade avec nous maintenant et qui fait un peu du bien à tout le monde, je trouve. Enfin, ça rayonne, j'ai l'impression. C'est peut-être une vue de l'esprit, mais je m'accroche ma vision. Trop bien. Merci. Une dernière question qui est dure. Enfin, pas, tu verras. C'est quoi, toi, ton meilleur conseil pour renforcer ta légitimité ? En dehors de la mixité choisie, parce que tu l'as déjà donné celui-là. Est-ce que tu en aurais un autre ? Franchement, mixité choisie ou pas, c'est le collectif. Après, il y a des personnes qui arrivent à avoir incroyablement confiance en elles, toutes seules dans leur chambre, sur les réseaux sociaux. Mais je suis désolée, moi, je fais des mèmes avec. Donc, c'est affreux ce que je dis, mais j'ai l'impression que le collectif, c'est la réponse à vraiment beaucoup de choses dans la vie. Même si c'est aussi un balancier à bien trouver, c'est-à-dire qu'il ne faut pas se perdre, il faut garder ses contours, il faut prendre du temps pour soi. La santé mentale, c'est hyper important et ça demande de la solitude aussi. Mais j'ai l'impression que le collectif, c'est-à-dire l'échange, l'interaction permanente, la remise en question que ça demande, la souplesse que ça exige,
Et puis juste la solidarité, en fait, le fait de prendre des cours, de voir des gens jouer, d'être inspiré, de prendre des tôles, parfois d'être hyper impressionné, parfois de se dire je suis meilleur. C'est con, mais en fait ça marche. Tant que c'est fait dans une forme de bienveillance et que c'est je sais pas, que c'est fait pour nous rassembler, pour nous élever tous ensemble. Oui, je suis une hippie. J'ai l'impression que c'est pour moi c'est ce qui marche le mieux, quoi. Et le travail accessoirement. Notre deuxième invité, pour poursuivre cette discussion hyper intéressante, riche, passionnante sur les questions de la légitimité, c'est donc Marina Davio, qui, je le dis déjà comme ça, qui fait partie aussi du CA, du conseil d'administration de She Said So France, qui a plein de casquettes, qui travaille actuellement au pôle, on dit le pôle tout court d'ailleurs, je crois maintenant, ouais, le pôle des musiques actuelles, ouais. Donc le pôle régional pour la musique, en gros. Mais tu as aussi été attachée de presse, manageuse, tu as travaillé au Shabada aussi à la com. Tu pourras en parler plus longuement. Mais du coup, un autre profil aussi hyper intéressant sur comment est-ce qu'on gère aussi différentes activités, comment est-ce qu'on passe de l'une à l'autre. Et d'autres sujets aussi que tu aurais envie d'aborder. Donc je vais commencer par poser une question très ouverte, comme ça tu y réponds comme tu veux. Mais toi, qu'est-ce que ça t'évoque à ton tour, du coup, la question de la légitimité? Bonjour, déjà. Je vais revenir juste sur... Enfin, je voulais juste dire un mot, c'est que moi, je connais pas du tout Nour, et j'ai vu Elgar en concert, et c'est vachement bien. Si ça peut permettre d'avoir un autre regard aussi, voilà. Je l'ai vu en première partie de Melted Milk à Stéréolux, c'était trop bien. Voilà. Et je la connais pas, elle m'a pas payé avant. Donc voilà. Revenons à notre sujet. La légitimité, pour moi, j'ai l'impression que c'est prégnant depuis que je suis toute petite. Je me suis rendu compte tôt ou tard, je sais pas, en fait, que mes copines souvent avaient le même problème que moi de légitimité dès le début, je pense. J'ai l'impression que c'est tard parce que c'était au lycée et qu'avant on discutait pas de choses peut-être comme ça, mais je me suis rendu compte que les potes, pas vraiment, mes frères, pas vraiment, ils n'avaient pas ce problème-là, et je me suis longtemps posé la question de... moi, au tout début, je croyais que j'étais seule à avoir ce problème-là, à me poser la question à chaque fois. J'ai commencé le basket. Est-ce que tout ça parce que j'étais grande, mais c'est pas parce que je suis grande que je peux faire du basket. D'ailleurs, j'ai arrêté parce que j'étais pas si bonne que ça. Mais en fait, il y a des on te dit t'es grande, tu vas là. T'es un peu bon en maths, tu vas en S. Tout est construit comme ça. T'es une femme, toi, tu vas plier le linge. Ma mère, elle me disait, et les gars, non, ils vont aller bricoler un truc avec papa. Et je sais que c'était pas conscient, tu vois, mais voilà. Après, dans la musique, en tout cas, je suis arrivée, j'ai été baignée très très tôt. Dedans, j'ai été bénévole, beaucoup. J'ai fait beaucoup de bénévolat avant d'être professionnelle. Ça fait 18 ans maintenant que je travaille dans les musiques actuelles. Et j'ai commencé par être attachée de presse indé. Donc déjà commencer sa carrière professionnelle par être indé, c'était un peu... fallait avoir du réseau quand même. J'étais un peu perdue sur les premiers printemps de Bourges là, avec mon petit badge. Comme ça. Mais voilà, c'était très très impressionnant. Moi, je me souviens d'être rentrée des soirs à 22h et totalement en panique en me disant mais qu'est-ce que je fous là? Mais pourquoi je m'inflige ça aussi? Voilà, dans des réseaux, etc. Et bon, au fur et à mesure, on bosse, comme vous le savez, plus que de raisons pour trouver notre place, pour se légitimer. Puis moi, quand j'ai commencé, il y a 18 ans, j'avais 22 piges. 22 piges, j'ai commencé à être attachée de presse. Alors non seulement t'es une femme, et puis en plus t'es jeune. Donc c'est assez...
tu commences à frapper à la SMAC de ton coin en disant « Oh, salut, j'ai monté ma boîte, si vous avez des groupes, etc. » Ils te regardent un peu. Ils ont tous monté leur SMAC dans les années 80. Ils sont là depuis le début. Ils n'ont jamais bougé. Ils te voient arriver comme ça. Voilà. Oui, c'est que des hommes. Et pourtant, tu lis les premiers fanzines. Moi, je vais parler de la SMAC qui était à côté de chez moi, mais c'était le Shabada. Et quand tu regardes les premiers Yeti et les premiers fanzines, ils avaient tous des punks et du côté inclusif où ils voulaient que tout le monde vienne faire la fête, et ils étaient antisociaux et machin. Et voilà, moi j'arrivais 20 ans après, en fait, ils étaient tout lisses. Et puis, fallait faire sa place. Donc c'était, la légitimité, je l'ai construite grâce à des personnes que j'ai pu rencontrer, qui ont été sur mon chemin, sans même que j'aille à elle. Donc voilà, j'ai eu une bonne étoile, ou des bonnes étoiles en tout cas sur ma route, et notamment une personne que je vais citer, mais Patricia Teglia, qui a été là pour moi dès le début, que vous connaissez, qui est certainement pour l'attaché de presse des stars, mais qui m'a toujours aussi botté le cul, faut le dire, quand il fallait, et encouragé quand il le fallait aussi. Et qui m'a dit non, mais tu as toute ta place, il faut apprendre, c'est pareil, c'est comme un instrument de musique, il faut bien commencer par un bout. Donc voilà, c'est comme tous les jeunes professionnels qui arrivent dans n'importe quel secteur, il y a un moment, il faut un premier job, il faut que quelqu'un te tende la main, et voilà. Et puis, j'ai eu la chance aussi d'avoir plein d'artistes qui ont commencé à me faire confiance, et puis j'ai fait 8 ans de boîte comme ça, épuisée, pas par le fait que je sois une femme, je pense par le fait du secteur, tout simplement. J'ai arrêté à un moment, et puis j'ai été manageuse d'artistes, et manageuse d'artistes de groupes totalement hommes blancs, certains, et hommes cis, et j'ai été confrontée aussi à on dit bonjour à tout le monde sauf à toi, parce qu'on croit que tu es la femme du batteur, et quand bien même j'aurais été la femme du batteur, on peut quand même se dire bonjour. Voilà, et voilà, donc j'allais, puis je disais bonjour, manageuse, donc voilà, j'ai essayé de faire ma place comme ça, et c'est vrai que ça demande toujours un effort constant. Même encore maintenant, un peu moins, parce que les choses se déconstruisent. Et puis, à force de lecture, je me suis rendu compte, en fait, le syndrome qu'on avait toutes avec les copines, les copains minorisés de genre, c'est que, en fait, ce problème de légitimité, de syndrome de l'imposteur, c'est un effet de société, en fait. C'est le patriarcat qui a fait ça, en fait. Et en fait, c'est un effet structurel. C'est pas un effet qui m'est propre. C'est pas moi. C'est une reconnaissance sociale dans la société, parce qu'on a une imagerie comme quoi les hommes blancs, cis, sont plus crédibles à des postes de pouvoir, sont plus crédibles à jouer, etc. Et tout ça, en fait, c'est des choses à déconstruire. Voilà, tout simplement. Et c'est là où je réfléchis, parce que j'ai toujours des fois des problèmes de légitimité. J'en ai eu encore un il n'y a pas longtemps, où sur un poste, moi, quand je regarde les offres, il faut vraiment que je coche 99% des cases avant de postuler. Et le directeur du pôle, pour ne pas le citer, me dit non, mais 80% c'est bon. Mais parce que lui à 80%, il postule, en fait. Même à moi, mais voilà. Il fait, mais pourquoi tu te poses la question là? Mais non, en fait. Et c'est là où je me dis, mais en fait, ça, c'est aussi un problème de légitimité, en vrai. Merci déjà pour ces premiers éléments. Je l'ai évoqué, du coup, tu l'as évoqué aussi, tu as eu et tu as différentes activités. Comment est-ce que tu es passé de l'une à l'autre, ou comment est-ce que tu as aussi réussi à gérer les deux, plusieurs activités à la fois?
Mais en fait, ça, c'est pareil, c'est un parcours où j'ai l'impression, des fois, de ne pas l'avoir choisi. C'est-à-dire que j'ai l'impression d'avoir saisi des perches ou des mains tendues. Et en fait, quand j'ai arrêté BMK, qui était ma boîte d'attaché de presse, j'étais vraiment fatiguée, quoi. J'étais à 8 de tension, voilà, pour vous dire. J'étais vraiment pas bien. Et le pire, c'est que j'en avais même pas conscience. Et là, j'ai pris conscience, je suis rentrée et j'ai dit j'arrête. Et j'ai dormi 15 heures d'affilée, comme ça. Et j'ai arrêté ma boîte par trop de fatigue. Et je me suis toujours demandé si, comme tu dis, est-ce que c'est question de légitimité ou d'une cumulation de perfectionnisme aussi, de vouloir faire bien les choses, qui fait que ça m'a mis dans un... Je me suis toujours mise, moi, une pression. Est-ce que c'est le fait de la société ou est-ce que c'est aussi ma personnalité? Ça, j'arrive pas encore très bien à le définir. Je pense un peu de tout. Alors, c'est encore pire, c'est le cumul de tout. Et après ça, je me suis dit, ah non, mais là, c'est bon, je vais pas travailler, mais pendant au moins 2 ans. Hein. Je prends mes 2 ans de chômage, je fais rien. Eh bien, 5 mois après, il y a une copine qui est arrivée qui m'a dit « Je sors une BD, tu veux pas faire la promo de ma BD ?» Alors, j'étais pas du tout en bande dessinée, hein, voilà. Et puis, en fait, au bout de 5 mois, je commençais à me faire chier déjà au bout de 2. Le truc, c'est que j'ai peur du vide. Moi, j'ai besoin de travailler. J'aime ça. Là, je me suis dit, ah bah tiens, c'était une main tendue. Ça va me permettre aussi de savoir si c'est le secteur de la musique qui m'a fatiguée ou si c'est le fait d'être attaché de presse. Parce qu'être attaché de presse, ça a quand même un bon niveau de pression aussi. Même si on a un objectif de moyens, on attend toujours du résultat de soi. C'est quand même du réseau. C'est quand même, il y a des fois, il y a des hauts, il y a des bas. Et ben, il faut quand même aller parler aux gens et se faire des fois violence plus à des moments que d'autres. Voilà. Et je voulais voir si le métier de relation presse aussi, à ce moment-là, ça m'épuisait aussi de parler aux gens et tout. En fait, ça a cartonné, c'était trop bien. Ça m'a fait un bien fou, c'était super. Puis en fait... une fois que tu recommences à faire quelque chose, il y a quelqu'un qui arrive, qui refrappe à ta porte. Puis après, il y a quelqu'un, ah non, mais ça serait bien qu'on monte un truc. Ah, puis attends, j'aurais peut-être besoin de toi. Puis en fait, moi, je me refais aspirer par des trucs assez facilement parce que les projets qui arrivent, ils sont trop cool. Donc, tu as envie de faire quelque chose quoi, avec ça. Donc, tu prends des casquettes. Puis après, on m'a demandé... Alors, manageuse, pendant longtemps, je me le suis refusée en me disant, moi, je me sentais pas légitime. Et puis, en fait, quand j'ai vu plein de managers bosser pour des artistes dont j'étais attachée de presse, où je me disais, je fais plein de réseaux, en fait, je suis plus manageuse que le manager. À un moment, je me suis dit, ok, je sais toujours pas lire des contrats pour bien les conseiller sur les contrats d'édition, les contrats... Mais bon, en fait, ça, je pourrais l'apprendre avec ça si j'appelle telle personne, etc. Bon, Marina, tu vas peut-être pouvoir essayer d'apprendre 2-3 trucs là-dessus, puis tu potasses, alors que d'autres le feraient absolument pas. Mais après, je me suis dit, allez hop, c'est bon, je suis carrément légitime, je prends le truc en main. Je le fais, donc je mets une casquette de manageuse, puis après on me demande dans un label, on me dit « Ah, ça serait bien que tu sois label manager ». Mais attends, moi, la production phonographique, ouais, je sais qu'il y a le pressage, qu'il faut que tu payes ta SDRM, mais ça suffit. Enfin, tu vois, je ne connais rien, donc après, en fait, tu prends, tu potasses et tu fais. Et en fait, aussi, j'ai vraiment libéré ma parole là-dessus auprès des personnes, de mes pairs, aussi les professionnels dans la musique, en disant, j'avais pas peur à un moment d'appeler et de dire, voilà, j'ai envie d'aller là, mais je sais pas le faire. Et en fait, tout le monde me disait, ouais, carrément, t'inquiète, on va t'aider, en fait. Parce qu'il y a un moment, il y a aussi, dans le secteur de la musique, le fait d'être toujours le meilleur. Il faut que tu paraisses quand même, tu vois, un peu sûr de toi, tout ça, ultra compétent. En fait, tu sais pas tout. Bon, en fait, tout se fait, quoi. Ça résonne chez pas mal de monde, je pense. J'aurais une dernière question, la même que j'ai posée tout à l'heure à Nour. C'est quoi ton meilleur conseil à toi pour renforcer la légitimité ?
Ça fait quelque temps que j'essaie de me rappeler à chaque fois que la légitimité, c'est un effet structurel de société et c'est pas à moi, c'est pas perso. Et puis comme c'est la légitimité, c'est une reconnaissance sociale, donc c'est aussi ce qu'on croit penser, enfin ce qu'on croit. Les gens, des fois, on prend pas la place parce qu'on se dit ouais, mais même les personnes, elles vont se dire on n'est pas à notre place en fait. Mais en fait, tu sais pas ce qu'elles pensent les personnes, enfin, autour de toi. Maintenant, j'essaie de me dire. C'est jour J, t'as ce que t'as dans ta besace et pour déconstruire ça aussi, c'est qu'à un moment, tu peux toujours apprendre et t'es pas plus bête qu'une autre en fait. Et c'est ça. Et je crois surtout profondément au collectif aussi dans ces cas-là et à la représentation. Merci beaucoup Marina. Marina également sur Majeur. Tout le monde est sur Majeur là de toute façon. Si vous voulez retrouver les personnes et les contacter directement, vous pouvez trouver ça sur majeur.org. Majeur, MAJEURS.org. On arrive à notre dernier invité déjà, que je suis aussi extrêmement ravie d'accueillir et qui nous fait la générosité de sa présence aussi, qui est également une personne incroyable. Il n'y a que des personnes incroyables ici de toute façon sur ce plateau. Marjorie Rousseau. Que je suis en train de me redire qu'on s'est rencontrés il y a un moment en fait, quand tu étais encore animatrice à FIP et aujourd'hui donc tu n'es plus animatrice à FIP puisqu'il n'y a plus d'antenne malheureusement, mais tu travailles toujours pour Radio France et tu fais aujourd'hui un travail de repérage, d'accompagnement de valeur principalement, voilà, tu vas pouvoir en parler aussi plus longuement, mais qui est hyper important pour les artistes aussi du territoire. Ce travail est très précieux, donc merci aussi de ce travail-là. Tu es encore à un autre endroit de la filière musicale, entre les artistes, mais aussi du coup l'aspect média. Pour moi, il y a aussi cette question de comment est-ce qu'on rend légitime certains projets plus que d'autres, parce qu'en fait, les médias ont ce rôle-là aussi d'amplification en fait, des projets musicaux des artistes. Donc, c'est aussi une certaine responsabilité, et je pense que ça ne doit pas être facile, parce qu'en plus, il faut faire des choix, parce que voilà, on ne peut pas parler de tout le monde tout le temps. Et donc, j'imagine que ça doit être aussi, une problématique que tu rencontres dans ton travail. De la même manière, je vais commencer par cette question très ouverte de qu'est-ce que ça t'évoque, toi, la légitimité dans ton parcours ? Vaste question, Solange. Bonjour. Moi, je viens aussi, je dis aussi parce que j'ai l'impression que toi, c'était un petit peu ton cas, Marina, d'une famille où les rôles étaient tout à fait prédestinés et surtout, on ne les choisit. C'est pas nous-mêmes, Mais mes parents eux-mêmes subissaient ça et ils ne faisaient que répéter ce qu'ils avaient appris. Et donc la légitimité s'est posée très jeune pour moi, puisque j'étais une enfant avec une appétence très 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 forte pour tous les arts. Et mon père avait décidé que je serais avocate. Ce qui est amusant, c'est qu'il n'avait pas tort, parce que j'ai l'impression que maintenant, à travers mon métier actuel, finalement, je viens défendre parfois et valoriser des personnes dont on n'entend pas la voix. Et donc, je pense qu'il m'avait quand même bien cerné, mon papa. Et donc, c'est posé déjà à travers l'enfance et l'adolescence cette question de sa juste place. Quelle est ma place ? Où je suis ? Et est-ce que si je la vibre fort, cette place-là, elle ne risque pas de m'exclure du clan, du groupe, de la famille, de la société, qui pourtant est là pour me protéger et m'aimer ? Et donc ça a été un combat intérieur de toute une vie. Je continue de le mener tous les jours, ce combat, je vous avoue, pour savoir, pour en tout cas avoir l'assurance que, où que je sois, je suis à ma juste place. Et je n'ai rien à prouver, rien du tout, à personne. Et donc, à travers ce que certains pourraient appeler des échecs, des erreurs, des hésitations, des manquements, je sais, et je me le redis tous les jours, que je suis toujours à ma juste place. Parce que c'est de ça que j'apprends, c'est de ça que je me construis, que je grandis, et que je trouve un meilleur chemin d'acceptation de moi-même. Et comme par miracle, à chaque fois que je m'accepte plus, à travers tous ces manques, dont je me juge moi-même, et donc il n'y a pas besoin d'en rajouter avec les autres, eh bien à chaque fois ça me donne une occasion encore plus forte de me relier à l'autre, parce que je comprends eux-mêmes que les gens eux-mêmes ont leur propre jugement sur eux et pensent que la vie c'est un combat qu'on gagne les uns contre les autres. Non, ça ne marche pas comme ça. La vie c'est
C'est juste une occasion d'aimer tous les jours un peu plus soi-même et les autres qui nous entourent. Donc on ne l'a pas compris, ça va être compliqué en effet de vivre bien cette vie. Donc moi, mon parcours a été un peu complexe parce que j'ai l'impression que je le savais dès que je suis née. Je suis venue avec ça en moi. Et puis il y a plein de gens qui disaient non, c'est pas comme ça que ça marche. La société a des règles. Voilà, tu dois faire comme dans la tradition. Puis finalement, ça nourrit en soi un côté un peu rebelle quand même, puisque l'essence qu'on vibre est la plus forte et elle a besoin d'être exprimée à un moment. Donc ça fait comme un bouchon de champagne, à un moment ça pète. Voilà. Et je l'ai vu tout autour de moi, des parcours comme ça, notamment féminins, mais pas que, où on va dire les obstacles que nous mettent les autres deviennent tellement sclérosants qu'au bout d'un moment, c'est soit la folie, la mort, ou bien l'épanouissement total. Et dans ces cas-là, on ne se laisse plus d'autres choix. Mais bon, évidemment, il y a toujours un aller-retour entre nos propres doutes, ce que pensent les autres. Et puis on a beau... on ne devient pas d'un coup d'un seul absolument confiant. Ça s'apprend, c'est un très long apprentissage. Mais plus on va dans cet apprentissage, plus qui nous requiert de la confiance en soi, et plus on sait qu'on est sur le bon chemin. Donc voilà, c'est un work in progress permanent. Donc moi, je ne viens pas de la musique à la base. C'est que je voulais jouer du violoncelle. Mes parents m'ont mis au piano avec une très vieille dame de 93 ans qui avait une règle en fer et qui me tapait sur les mains dès que je faisais une fausse note. Et donc je revenais les mains tuméfiées tous les soirs de mes cours de musique. Donc la musique, pour moi, a été une punition. Une punition, surtout que j'ai jamais pu jouer du violoncelle comme je le souhaitais. Et donc je suis allée là, vers des arts finalement qui m'accueillaient moi sans me maltraiter. Et donc j'ai fait du dessin parce que du coup j'étais toute seule, j'étais cool. Et donc ça m'a emmenée à faire les Beaux-Arts. Aux Beaux-Arts, j'ai pas trouvé ma place. On a voulu me donner ma place. Et du coup, au bout d'un an, je suis partie pour faire du cinéma, des études de cinéma. Dans le cinéma non plus, j'ai pas trouvé ma place. Je me retrouvais dans des équipes menées par des réalisateurs masculins cisgenres qui me disaient faut faire comme ci, il faut faire comme ça, qui se plantaient. Ils voyaient bien que moi, je voyais bien qu'ils se plantaient. Il n'y a jamais eu d'excuses, il n'y a jamais eu de retour, il n'y a jamais eu de main tendue. Et en fait, et puis aussi au tout début, j'ai vu énormément. Alors je dis tout début parce que ça a commencé dès le CP. J'ai fait toute mon école primaire des mises en scène de théâtre. Je voulais être metteur en scène. Mais là aussi, on m'a dit c'est pas ta place. En fait, tu es une enfant, t'as pas le droit de faire des mises en scène. Donc, j'ai eu l'impression d'être chassée de tous les endroits où je voulais être accueillie et je voulais étendre mon amour aux autres. Et tant mieux, peut-être, parce que du coup, c'est la musique qui m'a réaccueillie. C'est la musique qui m'a réaccueillie absolument par hasard, mais il n'y a jamais de hasard. Et c'est maintenant que je comprends que la musique, pour moi, est un art qui me convient particulièrement parce que, autant dans le cinéma que dans le théâtre, par exemple, j'avais affaire à des familles de professionnels très fortes, qui étaient souvent menées par une figure d'autorité, souvent un homme. C'est-à-dire que pour faire une équipe de cinéma, ça réunit 80 personnes. Pour faire une équipe de théâtre, pareil. Et la musique, en fait, j'ai juste trouvé des toutes petites constellations comme ça, où chacun était son propre maître. Donc en fait, finalement, si moi j'étais pas accueillie quelque part, il y avait toujours quelqu'un d'autre. Et puis surtout, il y avait moins le poids que je trouvais dans les familles théâtrales ou cinématographiques, le poids de la figure d'autorité qui dit un mot et du coup tout le monde s'écrase. Et du coup, même si tu sais que toi tu as raison, et même si l'équipe entière sait que tu as raison, tout le monde va se taire parce qu'il y a cette figure d'autorité. Alors je la retrouve un peu dans la musique avec les programmateurs, faut avouer. Hein. Les programmateurs, c'est ceux qui... C'est Dieu le Père. Hein. C'est Dieu le Père. Alors c'est amusant parce que je me suis mis moi du coup dans un rôle qui fait que je ne suis pas soumise au diktat d'autrui, puisque en tant que média, je suis absolument libre. Je suis libre d'aimer, de ne pas aimer, d'adhérer, de ne pas adhérer. Et quelque part, je ne dois rien à personne et personne ne me doit rien. Donc j'avoue que j'ai trouvé finalement mon chemin pour pouvoir ne pas être encore en position de soumission par rapport à une domination. Et bon, là, je ricane un peu sur les programmateurs parce que je l'ai vu en tant que jury. Je suis assez régulièrement jury où je fais partie d'équipe. Et un mot du programmateur de SMAC, on va dire, et tous les gens qui trouvent que
Zao Sagazan, si, elle est géniale, on devrait lui donner une chance, personne ne la connaît encore. Ah non, moi j'aime pas sa voix, dit le programmateur. Et tout le monde ferme sa gueule, parce que c'est normal, et c'est pas normal. Mais il y a toujours ces rapports dans tous les métiers de la musique également, on va dire, transactionnel. Voilà. Les bookers, les attachés de presse, ou là, on a besoin que les programmateurs soient de notre côté pour qu'on avance ensemble. Et donc, personne n'ose protester. Bon, c'est en train moi, je trouve, se déliter, ce rapport-là. Même certains programmateurs que je trouvais extrêmement dominants dans leur manière d'imposer leur vision des choses ont compris que de toute façon, ils ont tenu leur rôle pendant, je sais pas, pour la plupart, une trentaine d'années. Voilà, une trentaine d'années. Et que le monde change et qu'ils ont eux aussi le choix de changer et d'évoluer avec lui, ou de voir une génération arriver qui ne va pas s'excuser d'être qui elle est, et elle a raison, et qui vont de toute façon exactement et les mettre en position d'exclusion. Donc finalement, bon, tout évolue et heureusement, mais parfois ça évolue un peu dans la souffrance. Donc voilà, moi, un parcours qui ne me destinait pas à la musique m'accueille complètement par hasard. J'ai rêvé, j'ai fait un rêve. Je me suis vue travailler dans une radio une nuit et le lendemain, je croise quelqu'un que je ne connais pas qui m'a dit « T'as l'air dans la lune » et j'ai dit bah « Oui, je pensais à mon rêve génial d'hier. Je rêvais que je travaillais dans une radio et je parlais à une animatrice de FIP sans le savoir. » Et ça ne m'a pas empêché d'aller au casting qui a eu lieu un mois plus tard où on était une centaine de personnes. J'avais jamais passé de casting de ma vie. J'avais jamais fait de radio. Ça, si, c'est pas vrai. J'en avais fait à 14 ans une émission sur le post-punk à Jet FM. Et ouais, j'avais 14 ans, j'aimais beaucoup le post-punk. Et en fait, c'est intéressant, je pense, pour vous, cette anecdote, parce que j'étais dans cette file d'attente d'une centaine de personnes dans la rue. Je me demande, qu'est-ce que je fous là? Et là arrive une femme, moi j'avais 25 ans à l'époque, une femme qui avait une quarantaine d'années, que je connaissais bien, qui tenait un lieu culturel, qui vient me voir, Marjorie, qu'est-ce que tu fais là? Comme toi. Non, c'est pas pour toi. Tu sais, moi j'ai été animatrice radio pendant des décennies et c'est une chance inouïe pour moi de pouvoir refaire ce métier. Toi, tu as toute la vie devant toi pour trouver ta voie, donc ne postule pas. Et moi j'ai fait, d'accord, ok, si ça t'arrange, d'accord, je le fais pas. Et je commence à partir de la file et je me dis, mais pourquoi en fait, finalement, on est une centaine, j'ai tellement peu de chance d'avoir ce poste. Pourquoi est-ce qu'il faudrait que je vive avec des regrets? Non, je vais le faire. Et puis si en effet, c'est pas pour moi et si elle est si bonne comme elle me le dit, ce poste lui ira. Donc je suis restée et je l'ai eu. Elle m'a un peu fait la tronche après. Mais j'ai bien fait parce qu'en fait, par exemple, j'étais enceinte sans le savoir. Et j'ai été choisie pour ce poste. J'ai appris la veille d'être choisie que j'étais enceinte. Je fais quoi? J'en parle pas. Et tout le monde me dit non, faut pas en parler, surtout, faut pas en parler. Et j'ai pris la décision d'en parler parce que c'est moi, comme ça, que je veux vivre mes relations. Et donc à Brigitte Brault, l'ancienne directrice de FIP Nantes, en disant « Madame, excusez-moi, mais je sais que je viens pour remplacer un congé mater, mais je viens d'apprendre hier que je suis enceinte aussi, de Youn. » Je dis ça parce que certains connaissent mon fils. Et là, Brigitte me regarde et me dit « Waouh, on est une radio de femmes, on est solidaires, et c'est pas aujourd'hui que ça va changer. Bienvenue. » Et là, j'ai su que j'étais au bon endroit. C'est-à-dire que si j'avais caché ma grossesse, déjà, bon, j'avais le droit, légitimement j'avais le droit, mais je n'aurais jamais su à quel point j'avais affaire aux bonnes personnes dans ma vie. Et donc j'ai trouvé comme une seconde maison, voilà, où je savais que je pouvais être une femme, exprimer ma sensibilité en tant qu'animatrice, donner tout l'amour que j'ai pour la vie, l'art, la création, en ayant quand même pas mal de coups des franches. Bon, ça c'était sur le papier. Non, en tout cas, dans une première intention. Évidemment, c'est pas aussi simple. Même à l'intérieur d'une radio en sororité, eh bien, il y a d'autres animatrices qui pensaient que, par exemple, je n'étais pas légitime. Donc j'ai vécu pendant 22 ans à cette place, toujours avec cette idée qu'il fallait qu'on me demandait de prouver ma valeur. Et j'ai compris que ma valeur, en fait, je n'avais pas à la prouver à mes collègues qui, elles, faisaient leur boulot du mieux qu'elles pouvaient, comme moi, je le faisais du mieux que je pouvais. En fait,
ma valeur, je la connaissais tout simplement par le retour que les auditeurs, les auditrices me faisaient. J'étais pourrie de coups de téléphone pendant mes antennes de gens qui me disaient qu'ils m'aimaient et que je leur faisais du bien et que je faisais partie de leur famille. Et je savais que j'étais au bon endroit, là encore. Même si ma patronne, tous les 2 jours, me disait « Bon, Marjorie, il faut qu'on discute là. Alors, tu as le droit à 50 secondes d'intervention. Tu as encore fait une intervention de 3 minutes 30. C'est pas possible, tu ne peux pas parler comme ça aussi longtemps. » Et on m'a répété ça 22 ans. Et pendant 22 ans, j'ai pas pu faire autrement que parler 3 minutes. Et à la fin de tout ça, la légitimation vient que tous les auditeurs, quand on a fermé les stations, enfin ceux en tout cas qui avaient envie de me le témoigner, parce que certainement il y en avait plein d'autres qui n'en pensaient pas moins, et ça les regarde, et ça ne me regarde pas. Mais ceux qui avaient envie de me le témoigner ont dit oh, « C'était génial quand tu partais sur des impros de 3 minutes, comme je fais là maintenant. » Là, ça fait 15 minutes. et en fait, j'ai compris que notre style, notre vibration à nous, elle est unique. Et malgré tout ce qu'on pourra nous dire, elle trouvera toujours un écho quelque part. Parce qu'il y a des personnes qui ne veulent pas vivre la vie de façon formatée, qui sont aussi uniques que nous, et qui veulent qu'on leur reflète ça. Voilà, ça c'était la première partie de parcours. J'ai été également bookeuse, notamment de Mansfieldia. Ça, j'étais super fière d'avoir repéré ce groupe à leur premier concert, où elles étaient super mauvaises. Je suis allée les voir, je leur ai dit, vous êtes vraiment mauvaises. Il va falloir bosser de ouf, mais je vous aime tellement. Donc je viens vous voir à votre 2e concert après le boulot. Et le 2e concert, on les a signés. Ça, c'est un vrai... Pareil, quand j'ai dit, je vais signer Mansfieldia, mais mon patron m'a dit, mais t'es folle, t'as entendu, elle sait même pas jouer de la guitare, l'autre, elle chante n'importe comment, et l'autre avec son violon, c'est... Ben ouais, mais bon, ils m'ont donné raison, en fait, leur parcours m'a donné raison. Et la boîte a fermé, et 3 jours après, je travaillais comme chargée de com à Trampolino. J'ai acheté le samedi un manuel, la communication pour les nuls. Je savais pas ce que c'était être chargée de com. Mais on m'a parachuté dans ce truc. J'ai dit, en même temps, si on m'accueille, c'est que c'est ma place. Donc en fait, dans mon parcours, à chaque fois que j'ai obtenu un autre poste, un nouveau poste, je n'étais jamais légitime à l'avoir sur le papier. Je remplissais aucune case, aucune. Mais étonnamment, je l'ai fait à ma manière et ça a toujours super fonctionné. Alors pas comme les autres en face voulaient forcément, mais finalement on a fini par trouver des terrains d'entente, une façon de fonctionner commune qui nous faisait honneur à tous. Les autres en perdant peut-être l'habitude de vouloir formater l'autre, et puis moi en leur montrant qu'en n'étant pas formaté, en fait il n'y avait rien à craindre. Il n'y avait rien à craindre, ça nous emmenait vers d'autres terrains hyper intéressants à explorer. Et le dernier boulot que j'occupe, je l'occupe depuis début janvier 21, donc ça fait très peu de temps, ça va faire bientôt 5 ans. J'ai obtenu ce poste alors que j'y avais pas le droit. J'étais intermittente à FIP pendant 22 ans, et c'était un poste réservé aux titulaires. Donc on m'avait dit non, tu n'auras pas ce poste de délégué musical des antennes de Radio France. Ce n'est pas possible. Et en fait, moi j'ai lu la fiche de poste, je me suis dit mais c'est moi cette fiche de poste. Donc j'ai demandé à Didier Varro, mon futur responsable, patron, de postuler quand même en disant au pire, ça te fera perdre une demi-heure. Et puis moi, j'aurais rien à regretter. Et il a accepté. Et bon, il m'en a fait, 4 ou 5 des entretiens d'embauche. Parce que du coup, comme j'avais pas le droit à ce poste, il fallait convaincre tous les syndicats de Radio France derrière. Et ça n'a pas été une mince affaire. D'employer, ils étaient en train de dégraisser, donc d'employer quelqu'un de l'extérieur en tant qu'intermittent, même si ça faisait 22 ans que je faisais partie de la maison, je n'étais pas à la maison. Pourtant, je travaillais plus que mes collègues titulaires. C'est ça qui est fou. D'ailleurs, c'est amusant parce que même mon salaire a été calculé en fonction de mes heures effectives. Mais finalement, j'en avais plus que mes collègues titulaires. Mais elles, même quand elles ne travaillaient pas, c'était compté comme un temps de présence, alors que moi, en tant qu'intermittente, non. Et elles sont beaucoup mieux payées que moi, alors que j'étais beaucoup plus présente. Donc voilà, la légitimité va se traduire dans des différences également de traitement de salaire, avec des critères qui sont what the fuck, qui n'ont rien à voir avec la réalité. Et j'ai eu ce boulot-là, parce que pour moi, c'était une évidence qu'il me ressemblait, ce travail, et pour mon patron aussi, c'était une évidence.
Mais rien n'est plus évident après ça. C'est que moi, j'ai une façon de le faire qui n'est pas celle de mes collègues. Et on revient encore à la question de légitimité, où je suis face à tout un groupe de collègues qui, parfois en réunion, me disent « On ne te comprend pas. Pourquoi tu as fait ça comme ça? Pourquoi tu fais ça ?» Et ça, c'est donc depuis 4 ans et quelques, c'est comme ça. Je leur rappelle toujours que moi, je les comprends. Je comprends qu'elles font et que ça leur réussit. Et que si elles ne me comprennent pas, tant pis. Juste reconnaître au moins que ça me réussit. Et ça réussit aux gens avec lesquels je collabore. Donc il n'y a pas de modèle, il n'y a pas de ligne tracée. Et là, je suis face quand même à une énorme boîte qui s'appelle Radio France, où pour aller changer les habitudes, bonjour, je suis délégué musical, je viens collaborer avec des programmateurs. Bah ouais, mais bon, ça fait un peu 60 ans qu'on fait sans toi. Qu'est-ce que tu vois ? Il faut gagner sa place. Et cette place, moi, j'ai décidé que je ne la gagnerai pas. J'ai décidé que je n'ai pas à mériter d'être qui je suis. Je n'avais pas à mériter mon travail. On m'a donné un travail, on ne m'a pas donné un sacerdoce où il fallait que je prouve au quotidien que j'étais à la bonne place. Je suis à la bonne place puisque j'y suis. Je ne suis pas là non plus pour leur apprendre à changer leur perception. Donc moi, ce que je fais, c'est simplement, je fais ce que je fais du mieux possible, avec ce que je pense être le mieux pour moi et pour les autres. Ceux qui ont quelque chose à en redire, ils vont se le dire entre eux, ils vont me conspuer. J'ai quand même pas mal de problèmes au travail en termes relationnels, parce que je ne fais pas partie du moule qu'ils avaient espéré pour moi. Voilà, encore une fois. Et je me sens stagiaire, et je pense que je vais me sentir stagiaire toute ma vie. Et c'est pas grave. Et c'est tant mieux. Voilà, je suis là pour apprendre. Mais par contre, stagiaire, ça ne veut pas dire que je vais être sous la domination des autres qui me disent à ma place ce que je suis venu faire ici. Non, mais j'ai envie de te poser la question aussi, du coup, c'est quoi ton meilleur conseil pour renforcer sa légitimité ? Soyez juste uniques. On est toutes et tous uniques. Et notre chemin, personne ne le sait à part nous. Donc, qu'on l'incarne complètement. Merci beaucoup. On va terminer là-dessus sur les mots de Marjorie Rousseau. Merci Marjorie, merci Marina Davio, merci Nour Pierre Magnani. C'était la discussion autour des questions de légitimité dans la musique à l'occasion des 3 ans de majeur proposés par Chisetso France au Panonica le 24 mai dernier. C'est la dernière fenêtre de la saison. Vous pouvez retrouver l'émission du mois de juin qui est autour du mot turquoise. Et on se retrouve au mois de septembre pour des tout nouveaux mots qui vous seront d'ailleurs communiqués sur les réseaux cet été si vous avez envie de participer à notre émission des Détricoteuses sur JetFM 91.2. On vous souhaite un très bon été et à très vite.